Everett Calloway avait toujours cru que l'amour se construisait en silence, que les plus grands actes d'affection ne s'accompagnaient ni d'applaudissements ni de déclarations publiques, mais se nichaient plutôt dans de petits gestes quotidiens. Se lever plus tôt pour préparer le petit déjeuner, couvrir sa femme d'une couverture lorsqu'elle s'endormait sur le canapé, ou s'effacer pour la laisser briller. Dès le début de son mariage avec Adeline, il s'était fait un devoir d'être son havre de paix. Il travaillait sans relâche, enchaînait les gardes, les réunions supplémentaires et renonçait à tout ce qui pouvait le détourner de ce qu'il considérait comme le plus sacré, sa famille. Adeline, elle, avait des goûts raffinés. Elle aimait les dîners coûteux, les voyages vers des destinations exotiques, les vêtements de créateurs et les cadeaux ornés de rubans dorés. Même quand Everett voyait leur compte en banque dangereusement bas, il prenait une profonde inspiration et trouvait toujours un moyen. Il était convaincu que leur amour était plus fort que n'importe quel revers financier. Plus que ça, il croyait qu'ils bâtissaient un empire ensemble. Lorsqu'il décida de lancer sa propre affaire, une entreprise de distribution de matériel médical, il n'hésita pas une seconde à nommer Adeline comme associée. C'était purement symbolique, expliquait-il à tout le monde, un cadeau, une façon de dire « Tu fais autant partie de ce projet que moi ». Et elle souriait, l'enlaçait tendrement, louait sa générosité, mais ne s'impliqua jamais dans les opérations quotidiennes. Elle ne posait même pas de questions sur les rapports, les clients ou les contrats signés. Pourtant, Everett continuait de croire qu'elle était à ses côtés. Les premières années, chaque réussite était une source de fierté. Il se souvenait de rentrer épuisé le soir, de manger des encas froids dans sa voiture, d'ignorer les appels de ses amis parce que je ne peux pas aujourd'hui, j'ai trop de travail. Rien de tout cela n'avait d'importance quand il voyait Adeline heureuse. Son sourire était son carburant. Parfois, elle organisait de petites soirées avec ses amis et parlait des résultats de notre entreprise comme si elle y participait vraiment, comme si elle travaillait et partageait les victoires avec lui. De l'autre côté de la pièce, Everett souriait aussi, rempli de fierté. Il n'a jamais voulu la reconnaissance. Il voulait juste être sûr qu'il faisait ce qu'il fallait. À cette époque, il en était convaincu. Les sacrifices devinrent de plus en plus importants, insidieusement. Il vendit sa voiture pour éponger une énorme dette de carte de crédit, annula un voyage prévu avec son père malade, tout ça pour financer la rénovation de la cuisine qu'Adeline désirait tant. Lors des réunions de famille, elle insistait pour porter des marques célèbres, tandis qu'Everett restait fidèle à ses costumes habituels, discrets et légèrement usés. Elle semblait illuminer chaque pièce où elle entrait et, au fond, il en était fier aussi. C'était comme s'il avait bâti un palais pour qu'elle y vive en reine, même si lui dormait sur le sol de ce château. Certains jours, la fatigue l'accablait. Son corps pesait une tonne, ses yeux le brûlaient et sa tête martelait sous le poids des factures, des délais et des objectifs. Mais quand il rentrait à la maison et voyait Adeline devant la cheminée avec un verre de vin, il se disait que tout cela en valait la peine. Elle le mérite, se répétait-il. Chaque fois qu'une mauvaise nouvelle arrivait, un client qui se désistait, une cargaison perdue, un objectif manqué, il gardait tout pour lui. Il ne voulait pas l'inquiéter. Il sentait que son rôle était de protéger, de pourvoir et de s'assurer que tout allait bien. Se plaindre lui semblait être un signe de faiblesse. Everett croyait fermement au partenariat. Il disait souvent que le mariage, c'était comme ramer dans la même direction, avec un effort constant. Il voyait Adeline comme quelqu'un qui était à ses côtés,
même si elle ne participait pas aux tâches pratiques. Il croyait qu'elle s'occupait d'autre chose, que sa contribution était d'offrir un soutien émotionnel, que sa présence était ce support invisible en coulisses. Parfois, en la regardant dormir, il sentait une étrange pointe au cœur, une sensation que quelque chose clochait, mais il repoussait ses pensées. Il préférait toujours voir le meilleur en elle, lui accorder le bénéfice du doute, comme si aimer quelqu'un, c'était aussi choisir quoi ignorer. Mais les signes étaient là. Peu à peu, Adeline se mit à faire des commentaires qu'elle n'avait jamais faits auparavant. Elle se demandait si l'entreprise se développait assez vite, s'il ne devrait pas injecter du sang neuf dans la direction. Elle suggérait des embauches insensées, demandait des augmentations sur la carte de l'entreprise pour des dépenses féminines et mentionna occasionnellement un certain Arlo, un ami qui, disait-elle, comprenait le management moderne. Everett trouvait cela étrange, mais il lui faisait confiance. Il croyait tellement en elle qu'il se disait que son esprit exagérait les choses. Chaque fois qu'un doute surgissait, il trouvait un moyen de l'expliquer, de justifier son comportement. Le temps passa, et le fossé se creusa entre eux sans qu'ils s'en aperçoivent. Ils vivaient dans la même maison, mais sur des planètes différentes. Lui continuait de travailler, de se battre, de faire de son mieux. Pendant ce temps, Adeline semblait flotter dans une réalité parallèle, où tout était joli, facile et confortable. Le poids de chaque décision reposait sur les épaules d'Everett, mais il gardait la tête haute, croyant jour après jour que tout cela finirait par payer. Jusqu'au jour où il ouvrit cet email. Ce clic fut le début de la fin, même s'il l'ignorait encore. Cet email fit plus qu'éveiller un soupçon. Il ouvrit une blessure qui mettrait longtemps à guérir. Everett lut et relut cette notification automatique, essayant de comprendre pourquoi un paiement important quittait le compte de l'entreprise vers un nom qu'il ne reconnaissait pas. C'était un détail infime, presque invisible, mais il était là, un fil qui dépassait. Et Everett, toujours méticuleux, commença à tirer dessus, prudemment, comme un démineur. Plutôt que d'agir impulsivement, il fit ce qu'il faisait toujours. Il appliqua la discipline. Pendant des jours, il prétendit que la vie était normale. Il prenait le petit déjeuner avec Adeline, l'accompagnait à des dîners mondains et lui posait des questions anodines sur sa journée. Mais la nuit, quand la maison était silencieuse, il se plongeait dans les feuilles de calcul, les relevés de compte et les sauvegardes oubliées. Il découvrit des paiements fractionnés, des sociétés écrans, des virements maquillés sous des termes vagues comme consultation externe ou coaching de direction. Tout pointait vers un détournement de fonds systématique, toujours vers le même destinataire. Un compte bancaire au nom d'Arlo Preston. Ce nom résonnait dans son esprit, celui d'un coach sportif avec qui Adeline avait pris des cours pendant un temps, un homme qu'elle avait toujours qualifié de simple ami. Everett ne voulait pas y croire, mais les documents, les dates, les montants, tout s'alignait cruellement. Ce n'était pas seulement une liaison, c'était une trahison à plusieurs niveaux, financier, émotionnel, moral. Et lui, l'homme qui avait tout donné pour ce mariage, réalisait maintenant qu'il avait été pris au piège d'un stratagème orchestré par la personne même qui aurait dû être sa partenaire.
Après avoir rassemblé toutes les preuves physiques et numériques, Everett passa la nuit entière assis en silence, à contempler cette pile de papier comme un miroir brisé reflétant tout ce qu'il avait vécu ces dernières années. Il ne pleura pas, ne dormit pas. Il attendit simplement le lever du soleil, avec le calme de celui qui a déjà pris sa décision. Cet après-midi-là, Adeline rentra en parlant au téléphone, souriante, des sacs de shopping à la main. Elle semblait heureuse, en paix, comme si elle vivait dans un monde complètement différent. Everett lui demanda de raccrocher. Son ton était calme, mais quelque chose avait changé, et elle le sentit. Elle demanda si tout allait bien, et il répondit simplement. Il faut qu'on parle. Ils s'assirent dans le salon. Everett tenait une feuille de papier. C'était la copie du relevé bancaire montrant l'un des virements à Harlow. Il la lui tendit avec un calme déconcertant. Tu reconnais ça? Adeline le lut, eut un rire nerveux et tenta de balayer l'affaire d'une plaisanterie. Oh chérie, ce doit être une erreur de l'équipe financière. Tu sais bien que je ne comprends rien à ces choses-là. Mais Everett l'interrompit. Il sortit un autre document, puis un autre, et encore un autre. Chacun contenait des données, des captures d'écran, des contrats, des emails. Il avait tout retracé. Adeline commença à perdre ses couleurs. Le regard assuré dans ses yeux tremblait maintenant de panique. Elle croisa les bras, s'agita sur son siège, tenta de trouver des excuses, mais Everett ne permit aucune distraction. Quand il posa sur la table un message dans lequel elle disait à un employé « Détends-toi, il ne verra jamais rien », Everett signe tout sans regarder. « C'est comme ça qu'il est !» Le silence s'installa dans la pièce. Adeline tenta de retourner la situation, le questionna, se plaignit de son ton, l'accusa d'envahir sa vie privée. Mais Everett, toujours calme, prit une profonde inspiration et parla avec une intensité contenue. J'étais ton partenaire, ton compagnon, ton ami. J'ai mis ton nom sur mon rêve. Je t'ai donné plus que je ne me suis donné à moi-même, et tu as tout détruit dans mon dos, par ambition, par vanité, et pour lui. Elle tenta de rire, comme si elle croyait encore pouvoir contrôler la situation. Tu exagères. Ce n'est pas si grave. On peut régler ça sans drame. C'est alors qu'il se leva, prit une enveloppe contenant les papiers du divorce et la laissa tomber sur la table. Il parla fermement. Il n'y a plus de nous, Adeline. Ce mariage est terminé et maintenant, nous allons tout régler comme tu l'as choisi, avec des papiers et la vérité. Adeline bondit du canapé. L'assurance dans ses yeux s'était transformée en désespoir. Elle tenta de lui saisir le bras, de supplier, de faire marche arrière. Mais Everett la regarda sans colère, sans haine, seulement avec le regard vide de quelqu'un qui a compris que son amour avait été jeté aux orties. Lors de l'audience, quelques jours plus tard, Adeline se présenta avec ses avocats, maquillage impeccable, se tenant comme si elle croyait encore avoir le dessus. Elle pensait probablement que la pression émotionnelle ferait céder Everett. Peut-être croyait-elle qu'il tenait encore assez à elle pour la protéger. Mais l'Everett qui entra dans cette salle était un homme différent, pas le mari aimant qui endossait tout au nom du « nous ». C'était désormais un homme qui s'était choisi. Quand le juge lui demanda de prendre la parole, Everett se contenta de tendre son dossier. À l'intérieur, la même organisation méthodique qui avait guidé sa vie exposait maintenant la vérité. Il y avait des relevés bancaires, des emails imprimés, des registres de transactions et même une transcription de sa conversation avec Adeline.
Le juge lut le tout en silence. L'ambiance changea à chaque page. Adeline gardait les yeux baissés. Son masque se fissurait et voir le nom d'Arlo apparaître à plusieurs reprises comme le destinataire direct de ses virements fut le coup de grâce. Le juge suspendit temporairement la séance pour examiner les documents. À la reprise, il rendit une décision préliminaire qui changea complètement le cours du processus. Un gel immédiat des avoirs de l'épouse et le lancement d'un audit complet de l'entreprise. Les yeux d'Adeline s'écarquillèrent. Ses avocats chuchotaient entre eux. Arlo, nommément cité dans les documents, devrait désormais répondre en tant que complice. Sa chute avait commencé, et aucun maquillage, aucune excuse, aucun charme ne pourrait plus la retenir. Everett observait simplement, avec le même calme qu'il lui offrait autrefois dans chaque situation. Maintenant, il lui offrait la vérité, froide et indéniable. Dans les jours qui suivirent, Adeline s'accrocha à la seule chose qu'elle pensait encore contrôler, les apparences. Elle continuait de poster de vieilles photos sur les réseaux sociaux, souriant à des événements datant de plusieurs semaines, écrivant des légendes vagues sur les nouveaux départs et les nouveaux commencements, dans une tentative désespérée de maintenir une image qui s'était déjà effondrée. Son monde, autrefois maintenu à flot par le luxe, l'influence et la complaisance, commençait à se fissurer de toutes parts. Les amis proches commencèrent à l'éviter. Les parents gardaient leur distance lors des réunions de famille et même les marques qui lui envoyaient des produits pour promotion disparurent discrètement. Son nom, qui ouvrait autrefois des portes, en faisait maintenant claquer certaines sans cérémonie. Arlo, autrefois si confiant et charmeur, son partenaire de l'ombre, changea du jour au lendemain. Le ton enjoué avait disparu. Il ne répondait plus immédiatement aux messages. Il était plus souvent occupé et disparut même des radars pendant 3 jours d'affilée. Quand elle parvint enfin à le voir en personne, il était froid, impatient, comme écrasé par ce qui, peu de temps auparavant, semblait être une aventure excitante. Ils s'assirent dans un café discret, à l'abri des regards curieux. Elle essaya de parler, supplia, insista sur le fait que tout était sous contrôle. Arlo était agité, vérifiant constamment son téléphone, donnant des réponses courtes et distantes. Il ne promit aucun soutien, ne montra aucune loyauté. À la fin de leur rencontre, il se leva et dit « Si ça me cause des ennuis, je dirai tout, tu le sais. » Adeline frissonna. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, elle comprit qu'elle était seule. Elle n'avait plus le bouclier d'un mari prêt à tout pour elle, ni la protection d'un réseau de faveurs et de contacts. Désormais, elle n'était qu'une femme sur le point de tout perdre, entourée de regards suspicieux et des conséquences de ses propres choix. Les journaux locaux commencèrent à publier les premières rumeurs sur l'affaire. Un blog à scandale financier publia une brève note. Femme d'affaires impliquée dans un scandale de fraude conjugale et d'entreprise. Ce seul titre suffit pour que certains magasins annulent leur partenariat et que des entreprises reconsidèrent leurs contrats publicitaires. Adeline tenta de tout nier, affirmant que ce n'étaient que des ragots de jaloux, des déformations ou un divorce acrimonieux, mais personne ne semblait intéressé à l'écouter. Pendant ce temps, l'affaire avançait comme une marée inarrêtable. L'audit révéla d'autres irrégularités. D'autres noms firent surface. Les emails de son compte furent recoupés avec les relevés bancaires. Ses avocats tentèrent de construire une défense basée sur son manque de connaissances techniques,
Mais les dates, les signatures et les communications internes plaçaient Adeline au centre de chaque transaction frauduleuse. Ils demandèrent une nouvelle audience pour tenter de trouver un accord, firent appel à l'histoire du couple, au tumulte émotionnel de la rupture et prétendirent même qu'Adeline était mentalement instable ces derniers mois. Tout fut réfuté par les preuves, et chaque fois qu'Everett parlait, le juge l'écoutait attentivement. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans son calme, une dignité blessée mais inébranlable. Adeline se retrouva dans les limbes. L'appartement où elle vivait était sous séquestre. Ses cartes de crédit étaient gelées et ses transactions financières limitées. Elle dut annuler un voyage international car son passeport était retenu dans le cadre de l'enquête. Elle essaya de demander de l'aide à des connaissances dans le monde des affaires, mais personne ne voulait s'impliquer. Une personne lui envoya même ce message. Tu t'es mise dans cette situation. Maintenant, débrouille-toi. Les nuits s'allongèrent. Les mêmes murs qui abritaient autrefois sa vie de luxe lui semblaient maintenant suffocants. Elle passait des heures sur le canapé du salon, à fixer le vide. Les souvenirs d'Everett commencèrent à la hanter douloureusement. Pas l'homme qui la freinait avec sa routine, mais celui qui avait toujours été là malgré tout. Elle se souvint des fois où il la surprenait avec des fleurs, même après des gardes épuisantes, quand il disait gentiment, avec un sourire fatigué, « Fais attention aux dépenses », et comment elle levait les yeux au ciel, le traitant de radin. Elle pensa à ces dimanches matins où il préparait le petit déjeuner pendant qu'elle dormait encore, et comment il disait « Je m'en occupe, ne t'inquiète pas », chaque fois que les choses dérapaient. C'était comme si, pour la première fois, elle voyait tout à travers les yeux de quelqu'un qui avait tout perdu. Ses vêtements coûteux, qui prenaient maintenant la poussière dans le placard, n'avaient plus de sens. Ses talons hauts importés, ses sacs et son parfum français semblaient déplacés dans cette nouvelle réalité. Son identité, autrefois soutenue par un éclat extérieur, s'était effondrée devant un miroir qui ne montrait plus qu'une femme ordinaire, épuisée et piégée par ses propres erreurs. Un matin, elle se réveilla en trouvant une note du syndic de l'immeuble. Son nom allait être retiré du bail. La propriété avait été transférée au nom de l'entreprise, désormais en litige. Il ne lui restait que quelques jours pour déménager. Elle prit son téléphone, fit défiler ses contacts et réalisa que tous ces gens qui s'étaient accrochés à elle comme des abeilles au miel n'étaient plus qu'une liste de numéros silencieux et sans réponse. Elle pensa à appeler Arlo, mais quelque chose lui dit que ça n'en valait pas la peine. Il ne répondrait pas, et même s'il le faisait, il n'y avait plus rien à dire. Cet après-midi-là, pour la première fois, elle pleura vraiment. Ce n'était ni de la colère, ni de la honte. C'était un pur sentiment d'impuissance. Elle pleura doucement, sans maquillage, sans public, d'un sanglot profond et douloureux. Et tandis que les larmes coulaient, elle se chuchota à elle-même, essayant de croire qu'il y avait encore un moyen de tout réparer, mais au fond, elle savait que certains choix ont un prix, et que pendant des années, elle avait accumulé des dettes émotionnelles qui arrivaient maintenant à échéance, toutes en même temps. Le ciel était gris quand Adeline se présenta devant la maison qu'elle avait partagée avec Everett. Elle se gara loin, marcha sous une légère bruine sans parapluie, serrant son manteau plus par honte que par froid. Le trottoir mouillé reflétait son image déformée, correspondant à ce qu'elle ressentait à l'intérieur, une version brisée d'elle-même, presque méconnaissable. Chaque pas vers la porte d'entrée semblait plus lourd que le précédent, comme si les marches du perron avaient doublé de hauteur.
Elle s'arrêta un instant, regarda autour d'elle et prit une profonde inspiration. Son visage portait les marques des nuits blanches et des silences douloureux. Son rouge à lèvres était discret, ses cheveux attachés sans grand soin, et elle portait un simple sac en cuir usé. Si différente de la femme qui traversait autrefois cette rue en talons hauts et lunettes de soleil de créateur. Elle sonna avec hésitation, attendant, le cœur battant si fort qu'il menaçait de sortir de sa poitrine. Ses mains tremblaient, glacées. En entendant des pas de l'autre côté de la porte, elle retint son souffle. Everett ouvrit. Il portait un t-shirt gris, un pantalon de survêtement sombre, et il était pieds nus, les cheveux un peu en désordre et une légère barbe, l'air détendu, presque casanier. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui indiquait clairement que la porte était désormais une frontière entre le passé et le présent. Adeline tenta de sourire, mais sa voix sortit basse, tremblante. Il fallait que je te voie. Everett resta silencieux quelques secondes, l'observant comme pour déterminer si elle était réelle ou juste un souvenir d'avant. Il s'écarta et ouvrit un peu plus la porte, poli, mais pas vraiment accueillant. Elle entra lentement. La maison avait toujours une odeur familière, mais l'atmosphère était différente, plus simple, plus légère, presque minimaliste. Les photos d'eux deux, autrefois exposées sur les murs, avaient disparu. Il y avait une nouvelle plante dans le salon, une guitare appuyée contre un mur, une tasse de thé encore fumante sur la table basse. Elle s'assit sur le bord du canapé, comme si elle occupait un espace qui ne lui appartenait plus. Everett resta debout, adossé au mur, les bras croisés. J'ai tout gâché, dit-elle en fixant le sol. Je me suis perdue dans tout ça. L'argent, le sentiment de pouvoir, de me sentir désiré. Je me suis complètement fourvoyée. J'ai échangé quelque chose de réel contre une illusion. Il la regardait calmement, sans la couper. Ni colère, ni pitié. Juste une écoute. Adeline continua. Je pensais que je pouvais encore arranger les choses, qu'il y avait quelque chose entre nous qui valait la peine d'être sauvé. Je sais que j'ai fait des erreurs terribles, mais je suis fatigué. Je suis seul, et tu me manques. Le silence suivit. Seul le doux bruit de la pluie contre la fenêtre se faisait entendre. Everett se dirigea vers un petit meuble à côté du canapé et ouvrit un tiroir avec le calme de celui qui sait exactement ce qu'il cherche. Il en sortit un billet d'1 $ plié en 4, revint vers elle et le lui tendit doucement. C'est tout ce qu'il reste, dit-il. Adeline prit le billet, les mains tremblantes. Elle le regarda, puis posa les yeux sur ce dollar. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle ne les chassa pas d'un battement de cils. Elle savait que ce n'était pas une réconciliation, mais un point final. D'une voix douce mais ferme, Everett reprit. Je me suis reconstruit, et maintenant, je suis entier. Je ne donnerai plus jamais seulement la moitié de moi-même. Elle voulut répondre, le supplier de lui donner une autre chance, lui dire qu'elle avait appris, qu'elle pouvait changer, mais l'heure des promesses était passée. La porte, dans son dos, semblait l'appeler, lui rappelant qu'il était temps de partir. Elle se leva lentement, serrant ce billet comme s'il pesait plus lourd que le plomb, et marcha vers la sortie sans un regard en arrière. En ouvrant la porte, le vent froid lui cingla le visage, comme si le monde extérieur peinait à la reconnaître. Everett, lui, regardait. Il attendit qu'elle traverse la rue, silhouette fragile sous le crachin, qui se fondit peu à peu dans la grisaille de la ville. Il resta là quelques instants encore, en paix. C'était enfin terminé,
et cela ne faisait pas mal. C'était une fin nécessaire, limpide et libératrice. Il se retourna, prit sa tasse, but une gorgée de thé, et regarda droit devant lui avec la résolution tranquille de celui qui a compris que parfois, il faut se perdre entièrement pour pouvoir enfin se retrouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des nouveautés. À la prochaine.